Commençons avec les enjeux européens du jour, à savoir la décision attendue en début d'après-midi de la Banque Centrale Européenne. Et c'est Evelyne Herrmann qui est avec nous en plateau pour discuter des questions européennes, économiste Europe de Bank of America Global Research. Bonjour et bienvenue Evelyne. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que, comme à peu près tout le monde, vous avez pris acte que 75 points de base était l'option la plus crédible pour la décision attendue en début d'après-midi? Et puis surtout, quel message, quelle substance vous attendez aujourd'hui dans le discours que portera Christine Lagarde? Et qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie et des objectifs que poursuit la Banque Centrale Européenne dans ce qui s'annonce le resserrement monétaire le plus dur de son histoire? Oui, donc pour reprendre votre vocabulaire, comme à peu près tout le monde, nous avons pris la décision que les 75 sont plus probables, disons, plus que crédibles. Donc après les discours de Jackson Hole, après surtout le chiffre d'inflation sous-jacente au mois d'août qui est sorti donc le mercredi après Jackson Hole, pareil, pour nous on était parti sur 50 points de base pour cette réunion, on a changé, on a dit que là à la marge, 75 sont plus probables. Après, il se pose effectivement la question de pourquoi 75. L'idée du front-loading, donc de faire plus rapidement, d'atteindre plus rapidement le même taux terminal, c'est probablement par cette trajectoire-là, par cet argument qu'on pourra achever ce consensus au sein de la Banque centrale. Mais du coup, ça pose la question de est-ce qu'on fait du front-loading qu'une fois ? Donc pour l'instant, nous avons dans notre trajectoire 50 points de base pour le mois d'octobre et 25 encore pour le mois de décembre et encore 3 hausses de taux en 2023. Donc on a changé notre scénario assez brutalement depuis le début de l'été. Ceci dit, si on a vraiment 75 aujourd'hui, la probabilité d'avoir un autre 75 en octobre, pareil, ça augmente. Donc, du coup, on pourrait avoir au moins une concentration de toutes ces hausses de taux dans une période beaucoup plus limitée. La grande question dans la communication aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un signal qu'il ne s'agit non seulement du front-loading, mais vraiment aussi d'un taux terminal plus élevé? C'est là où il y a deux discours qui sont à l'intérieur de la Banque centrale, par Schnabel d'un côté et par Lane de l'autre. Donc Schnabel est pour front-loading, mais aussi pour l'idée que l'inflation très élevée aujourd'hui représente un risque pour les anticipations d'inflation. Si on prend cet argument à l'extrême, ça veut dire qu'on continue à augmenter les taux jusqu'à ce que l'inflation retourne plus vers la cible de la BCE. Et ça, dans les trajectoires de prévision aujourd'hui, le nôtre, ça prend du temps. Donc on reste même à la fin de 2023 actuellement dans le scénario encore au-dessus de la cible. Donc, du coup, il y a bien du potentiel pour la BCE de continuer après. Donc ça, c'est la stratégie de détermination, comme elle dit Isabelle Schnabel, plutôt que de prudence. Robuste plutôt que de prudence. Oui, de contrôle robuste. Et il y a l'autre qui est celui de Lane qui dit qu'il faut non seulement regarder l'inflation aujourd'hui, qui justifie les hausses de taux certes, mais aussi l'économie réelle. Donc le taux terminal est une fonction aussi de l'économie réelle. Et là, on sait tous que l'hiver prochain, bien avec des risques très importants à l'économie réelle, ce qui pour donc Lane et potentiellement d'autres au sein du Conseil des gouverneurs serait plus une raison pour y aller un peu plus doucement. Donc peut-être pas les 75 aujourd'hui, mais les 50, mais on continue un peu plus longtemps après. Pour aujourd'hui, on pense que les 75 le remportent, mais c'est vraiment, on ne pense pas qu'il y aura une inclination très particulière pour soit l'un, soit l'autre aujourd'hui dans la communication. Mais il y a quand même un risque qu'encore une fois, la trajectoire beaucoup plus hawkish gagne le discours de la BCE aujourd'hui et à moyen terme aussi. Après le discours de Schnabel à Jackson Hole, on n'a pas vu les quelques doves restants de la BCE être très vocaux. Je crois qu'il y a eu un discours de Philippe Lane sur l'idée du gradualisme et pourquoi il défend cette position. Mais derrière ça, les gouverneurs des banques nationales, ou en tout cas ceux qui estiment qu'il faudrait faire 50, on ne les a pas beaucoup entendus. Non. Pour dire les choses clairement. On a entendu essentiellement les si la question, effectivement, c'est le risque de décrochage des anticipations d'inflation, qui est quelque chose qu'on ne constate pas non plus de manière évidente aujourd'hui, ça pose à nouveau la question de la boucle prix-salaire, ce que la BCE veut à tout prix éviter.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Je pense qu'on s'était vu il y a 1 an à la même époque, Evelyne, et c'était déjà une question qu'on avait. Oui. Est-ce que comment dire? Est-ce que la BCE est en train, d'une certaine manière, de lancer un avertissement aux partenaires sociaux? Je ne sais pas si les partenaires sociaux des grands pays européens écoutent la BCE, mais on peut résumer la chose de cette manière, d'une certaine façon. Je pense que ça fait partie de leur stratégie Ouais. aujourd'hui de vraiment dire on choque le système, on veut choquer le régime pour qu'il n'y ait pas ces effets secondaires sur les salaires. Aujourd'hui, on en voit très peu. Il y avait le chiffre de négociation salariale, enfin, c'est une série temporelle expérimentale de la part de la BCE, au T1 qui avait sauté à 2,8% en glissement annuel. Ça a fait un peu choc parce que du coup c'était très élevé, mais ça s'est corrigé de nouveau à 2,1 au deuxième trimestre. On a ce phénomène de rattrapage, on n'a rien négocié depuis 2 ans, donc là il y aura de la croissance salariale plus importante qui va commencer à se matérialiser. Pour l'instant, on en voit très peu dans les données. Donc nous, dans nos prévisions, on part sous l'hypothèse qu'on atteindra peut-être les 4% en glissement annuel vers la fin de cette année et donc l'année prochaine. Mais quand on regarde le dernier protocole de la réunion de juillet de la BCE, justement, eux, ils disent que ce qu'ils voient aujourd'hui dans les négociations salariales serait plus compatible avec 3,5. Donc du coup, certes, c'est plus élevé qu'avant, oui. mais voilà. Mais ça veut dire que cette crainte, on espère, si on n'a pas une hausse de la croissance salariale en zone euro... Oui, il en faut. Il faut un faut. rattrapage salarial. Il en faut. Mais un rattrapage, ce n'est pas une boucle. Voilà. La question, c'est, là, on aura une hausse de la croissance. Est-ce que ça va continuer à augmenter ou est-ce qu'on se stabilise, donc le coût sur les 3,5 ou 4%? Et là, on a beaucoup plus de doutes parce que le secteur des entreprises, aujourd'hui, c'est non seulement les ménages, c'est aussi des entreprises qui sont très coincées par les prix énergétiques et une croissance qui s'affaiblit. Et ça, alors on imagine que ça va être un débat exacerbé en Allemagne, avec une crise énergétique, une crise gazière en tout cas, qui est plus dure qu'ailleurs. Et quand je dis l'Allemagne, c'est tout ce qui va aussi autour de l'Allemagne, toute la zone à l'est de l'Europe. C'est là où il va falloir être très attentif à la situation des entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que les partenaires sociaux allemands, avec la responsabilité qu'on leur connaît, face aux difficultés de certaines industries allemandes, dont certaines vont peut-être même mettre la clé sous la porte, est-ce qu'il y aura effectivement ce phénomène de responsabilité qu'on connaît généralement en Allemagne, du point de vue des salaires en l'occurrence? C'est difficile de prévoir comme ça, mais disons que les demandes des syndicats dans la négociation cette année, elles étaient plus élevées que d'habitude. Donc on parlait plus, avant crise sanitaire, on était plus vers les 6, parfois 7%. Là, on est plus vers les 8%. Il y a une augmentation, et normalement, on a la moitié, sachant que donc, on commence les négociations avec 6, on finit avec 3% annualisé. Ça ne me frappe pas comme gigantesque, sachant qu'on a un marché de travail relativement serré, qu'on a un choc d'inflation qui est très important et un taux d'inflation au-dessus de 2% depuis Pâques 2021 quand même. Donc si on prend tout cela ensemble avec un secteur manufacturier qui a quand même eu 2 années avec beaucoup de complications certes, mais aussi beaucoup de pricing power. Donc, bien sûr. C'est pas frappant. Donc du coup, justement, comme vous disiez, avant crise sanitaire, on avait plus le phénomène que les syndicats ont demandé plus de temps libre et ont sacrifié du salaire. Là, je pense qu'on pourrait très rapidement retomber dans une stratégie où c'est la sécurité d'emploi qui pèse plus lourd sur les négociations que l'augmentation de salaire. Parce que du côté patronal, notamment dans l'industrie, on est, j'imagine, très inquiet, mais comment cette inquiétude transparaît dans les discours aujourd'hui des organisations patronales? Oui, ça commence. C'est une question de vie ou de mort? Non, mais enfin, je veux dire, c'est comme ça que la question se pose pour un certain nombre d'entreprises et d'industries en Allemagne. Oui, on n'a pas l'habitude d'entendre ce discours venant de l'industrie allemande. On a l'habitude d'entendre ces discours quand c'est vraiment crise, donc là, on y arrive. Il y avait un sondage qui a été publié hier ou avant-hier du BDI, donc oui, le lobby industriel, l'organisation des entreprises industrielles en Allemagne. Qui justement disait qu'il y a un peu plus qu'un tiers des entreprises qui répondaient à ce sondage qui disaient qu'ils sont existentiellement menacés par la flambée de prix énergétiques. Ouais. C'est une augmentation par rapport à ce qu'on a vu encore il y a quelques mois. Donc du coup, la situation est en train de s'intensifier. On parle d'un risque de récession. Pour nous, c'est maintenant le scénario principal en Allemagne pour cet hiver.
On vient aussi des années qui n'étaient vraiment pas faciles. Certes, il y avait des marges de profit dans l'industrie qui ont beaucoup profité, donc les derniers 2 ans, des problèmes d'approvisionnement. Mais en 2018-2019, rappelons-nous, c'était 2 ans de récession technique, de récession dans le secteur manufacturier allemand. Donc ça se rajoute à toute une historique de problématiques qui pèsent lourd. Donc on commence à avoir plus de communication là-dessus et du coup aussi une réponse budgétaire qui, je pense, est en train de se s'amplifier. Eh bien oui, voilà, 65 milliards, c'est le dernier package, c'est plus que les 2 précédents cumulés. On arrive à un effort de quasiment 100 milliards pour l'Allemagne, mais cet effort-là, il se voit également dans d'autres pays européens. Comment vous voyez d'ailleurs l'évolution de la partie fiscale, budgétaire dans ce policy mix ? Il y a encore un peu de marge. En Allemagne, je n'ai pas de doute qu'il y a encore de la marge, Evelyne. Non, je parle pour d'autres pays. Là. Est-ce que le marché, puisque la BCE n'accommode plus les dettes et les déficits des États, est-ce que le marché est prêt à faire crédit à des pays qui vont devoir ouvrir encore un peu plus peut-être les vannes? Oui, je pense que pour l'instant, la marge est liée parce que les revenus budgétaires aussi sont en train d'augmenter très fortement vu la croissance nominale qu'on a quand même dans l'économie. Donc du coup, il y a un peu de marge. On a vu quand même qu'il y a beaucoup de trésors, de trésorerie, de cash. Voilà. Oui, les bilans sont solides. Très peu de révisions à la hausse des déficits prévus. Donc, du coup, pour l'instant, il s'agit plus d'une volonté politique. Et là, je pense qu'il y a une certaine fatigue qui était en train de s'instaurer et qui est là, soit à Bruxelles, donc au niveau européen, et au niveau des pays individuels, de vraiment y aller très profondément. Certes, la problématique inflation rajoute. On ne veut pas partir en surchauffe non plus. Donc, du coup, il y a tout un complexe qui fait que peut-être on est un peu plus lent cette fois-ci de vraiment réagir à ce choc qui est quand même très important. Après, je pense qu'il y aura des réactions. Ça sera graduel, ça sera insuffisant. Ça viendra donc avec, en conséquence, une trajectoire de PIB qui sera détériorée non seulement cet hiver, mais aussi à moyen terme. Mais je pense vraiment les politiques budgétaires qui ne font rien. Oui. C'est un risque plus important encore. Ce n'est pas une possibilité non plus, mais ça sera graduel. Bon, on suivra ça effectivement. Le policy mix, c'est quand même la grande question de la rentrée pour l'Europe face à une situation très complexe entre dégradation économique et inflation persistante à un niveau très élevé et la réponse de la BCE attendue en début d'après-midi. Nous y reviendrons bien sûr ce soir dans l'émission. Merci beaucoup Evelyne. Evelyne Hermann qui était avec nous en plateau pour cette première partie d'émission Économiste Europe de Bank of America Global Research.